Bon, bonjour à tous. Donc moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de robotique en fait aujourd'hui. Enfin, sans trop rentrer dans les détails, mais vous expliquer un petit peu comment on vient de la robotique industrielle et comment petit à petit elle vient dans nos maisons, dans nos boutiques, qu'est-ce que ça implique en termes d'interaction, etc. Donc juste avant, un petit slide sur moi, parce que j'ai quand même l'accomplissement de toute une vie. Je suis passé dans Paris Match, donc ma grand-mère... Merci, merci. Ma grand-mère vous remercie aussi. Donc, ouais, ça fait 15 ans que je suis dans la robotique, même un peu plus maintenant. J'ai créé 2 sociétés. Une qui s'appelle Blue Frog, qui fait donc le petit robot qui est ici, qui s'appelle Buddy. Et une autre qui s'appelle Le Crif, qui pour le coup conçoit des robots pour d'autres clients, dans plein de domaines différents, mais j'y reviendrai petit à petit. Et donc, pour commencer, comment les robots passent de l'industrie à l'accueil au sens large, on va dire. Et donc, je vais vous donner quelques petits exemples. Alors, il y a tellement de robots qui arrivent maintenant que je ne vais pas tous en parler de tout cela. Mais par contre, il y en a quelques-uns qui sont en train de révolutionner un petit peu nos façons de faire. Et donc, c'est intéressant d'aborder ça. Typiquement, dans la livraison. Donc, ce qu'on appelle souvent le dernier kilomètre, qui est une vraie problématique pour beaucoup de sociétés. Et donc on voit apparaître pas mal de grosses boîtes, La Poste, Amazon, et Domino Pizza, enfin bon voilà, plein de boîtes commencent à s'intéresser à cette livraison du dernier kilomètre, avec des drones en effet, ou aussi même avec une boîte qui s'appelle Starship Robotics, je crois, et donc qui fait de la livraison dans un petit robot mobile comme ça, et qui va vous amener ce que vous avez commandé, même aux petits commerçants du coin. Ensuite, tout ce qui est logistique, donc c'est pareil, ça change vraiment toute notre conception de la chaîne logistique, surtout les entrepôts, etc. Comment on va éviter aux gens d'aller chercher les objets dans les étagères et qu'on va plutôt les faire venir à eux. Typiquement, donc à gauche, le robot orange, c'est une boîte qui s'appelle Kiva, qui s'est fait racheter par Amazon 600 millions de dollars il y a quelques années, ce qui est pas mal. Et à droite, c'est un autre petit robot là, qui fait du tri pour la poste, que j'ai conçu avec mon autre société CRIF pour une société qui s'appelle Solistic. Donc on espère qu'ils vont racheter le robot 600 millions de dollars aussi. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir faire de la préparation de commandes, mais tout ça en évitant que les bonhommes se baladent dans les entrepôts. C'est plus rapide, plus sécurisant, enfin bon, voilà, ça offre une solution parfaite. Ensuite, en sécurité, donc je vous mets quelques exemples, à chaque fois il y en a beaucoup, mais donc il y a une boîte qui s'appelle Nightscope qui aux États-Unis a commencé à vendre des robots comme celui-là, le gros truc blanc, le suppositoire là, qui patrouille dans les rues. Alors je crois que c'est San Francisco en ce moment, et qui est censé détecter des comportements bizarres, ou s'il a reconnu votre visage, et ben peut-être qu'il va appeler la police parce que vous êtes enregistré comme étant dangereux. Et puis des robots de sécurité un peu différents. À chaque fois, je mets un robot que j'ai fait aussi, donc celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Où voilà, le principe c'est le même, c'est d'avoir des systèmes qui sont capables de patrouiller et de détecter des situations anormales de façon autonome. Donc ensuite, on va dire l'environnement au sens large. Donc c'est un peu plus rigolo, mais bon, voilà, des robots poubelles, donc qui vont venir se balader et puis vous engueuler si vous jetez votre papier par terre. Et donc ils vont vous demander de les mettre dans eux, où ils vont les avaler pour suite gauche. Suite droite, c'est marrant, hein, ça ne vient pas de Californie, hein, c'est la SNCF qui est en train de tester ça. Alors je ne sais plus, Saint-Lazare peut-être, je ne sais plus. Et donc il y a un robot qui se balade comme ça, puis il faut mettre ces déchets dedans, sinon il vous engueule. Donc petit à petit, on s'approche un peu de peut-être ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. Donc maintenant, on a des robots qui viennent dans le retail. Donc ça va du robot comme suite gauche qui va faire l'inventaire en temps réel. Donc plutôt que de faire ça après les heures de boulot et d'envoyer des gens qui se trimballent dans les allées, etc., et que ça prend du temps, c'est compliqué. On a un robot qui en temps réel va passer et puis dire tiens, il faut recharger tel endroit ou tel endroit. Et à droite, c'est pareil, c'est encore bien chez nous. C'est Auchan qui est en train de tester un caddie robotisé, plus ou moins intelligent, qui va suivre les gens dans le magasin pour qu'ils puissent mettre ce qu'ils achètent et les renseigner. Bon, je ne sais pas tout le détail, mais bon, voilà, ça donne des infos sur les produits, les prix, etc. Donc, ce qui va être animation au sens large, donc Paper, hein, donc, vous avez vu ou que vous allez voir tout à l'heure.
qui est un robot interactif apparence humaine qui fait 1,20 m avec qui logiquement on peut parler, échanger. Il va vous faire le descriptif des produits qu'il est là pour présenter. Un autre robot un peu dans le même style là, qui s'appelle Furo, là-haut, avec un grand écran qui accueille des gens dans les aéroports, qui les renseigne dans les magasins. Et un autre robot, toujours un de mes robots, c'est cool, qui fait pareil, le même genre de choses, mais du coup qui est made in France. Mais à partir de maintenant, ces robots-là qu'on voit à l'extérieur, ils vont rentrer petit à petit chez nous. Donc, il y en a que vous connaissez déjà. Donc voilà, tout ce qui va être robots qui vont nous aider au quotidien pour les tâches ménagères très précises. Donc, le robot aspirateur, le robot qui va laver le sol, le robot qui va nettoyer vos vitres, le robot qui va faire la litière de votre chat de façon autonome. Hein, qui n'a pas rêvé de ça déjà? C'est juste un peu cher encore, ça coûte 350 €. Donc bon. Mais bon, en tout cas, voilà, on voit quand même que petit à petit, les robots envahissent vraiment notre quotidien. Et pour chaque robot, parce qu'il y a un petit peu la thématique d'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir à quelles vont être les interactions qu'on va avoir avec eux, comment on va les programmer ou leur dire de faire leurs tâches. Alors quand c'est des trucs simples comme juste passer l'aspirateur ou nettoie la litière, on devrait encore s'en sortir. Mais après, ça devient plus compliqué. Après, on voit aussi des jouets qui deviennent de plus en plus intelligents. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des petits trucs tout simples. On voit qu'ils sont de plus en plus connectés avec nos téléphones, donc qui peuvent embarquer finalement des capacités de calcul, qui peuvent réfléchir, pour voir. Donc c'est pas encore des robots à proprement parler, mais petit à petit on s'en approche. Donc ça c'est un robot de Huawei, c'est pareil, vous avez des jeux interactifs, vous pouvez le programmer. Ça c'est une boîte qui s'appelle Anki, qui fait un robot qui s'appelle Cosmo. Je crois que c'est Apple qui a investi chez eux déjà. Et donc c'est un petit robot intelligent, il peut vous reconnaître quand même déjà, il doit empiler des cubes. Bon, ça doit être intéressant d'empiler des cubes, mais en tout cas, c'est le début en tout cas. Et ensuite, on arrive à ce qu'on appelle des robots sociaux. Donc là, l'idée, c'est qu'ils finalement, ils ne servent pas à grand-chose, sauf à vous accompagner au quotidien. Donc, je vous en ai mis deux, un qui est un peu connu, qui s'appelle Jibo, qui vient du MIT. Où là, l'idée, c'est qu'on va lui parler, il va pouvoir prendre des photos, vous allez pouvoir interagir avec lui. Et puis l'autre, en gros, c'est une copie, mais un peu différente, c'est un peu marrant. Mais ils n'ont pas la capacité de se mouvoir à l'intérieur du domicile. Donc on les pose à un endroit. Et puis voilà. Et j'ai oublié une catégorie, je crois. Ouais. Non, il y en a une que j'ai oubliée, qui est en fait un petit peu avant ces robots sociaux. C'est tout ce qui va être Amazon Echo ou Google Home, où là l'idée c'est que vous avez un assistant qui est posé, qui vous entend, à qui vous allez pouvoir demander tout un tas de choses. En effet, la météo, l'horaire de votre prochain train, une recette de cuisine, et qui va être là, à côté de vous et pouvoir répondre à vos moindres désirs, mais dans un form factor qui reste celui d'un device, je dirais quelconque, même s'il est joli. Ce qui nous amène à ce qu'on fait nous chez Blue Frog, c'est-à-dire la robotique compagnon, c'est-à-dire aller encore un peu plus loin, et qu'au lieu de juste d'avoir un truc qui est fixe à un endroit et qui va répondre à quelques questions, d'avoir quelque chose, vraiment un robot qui va être capable de partager votre vie, vous amener de l'amour, de la bonne humeur et des services. Donc voilà Buddy. Donc pour la petite info, c'est Buddy, Blue Frog, moi je l'ai créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et donc on a créé ce robot avec 3 choses en tête, c'est-à-dire comment faire un robot qui soit acceptable, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de la robotique, des gens qui en ont peur, etc. Qu'est-ce qui fait que tout le monde, demain, est très prêt à partager son quotidien avec un robot? Donc on a beaucoup bossé sur le design pour en faire un petit personnage, parce que pour nous, c'est la clé de l'interaction humain-machine. Si on veut que ça se passe de la façon la plus naturelle possible, il faut qu'on crée de l'empathie, il faut qu'on crée un lien émotionnel avec les gens. C'est ce qui se passe quand on voit Buddy. On ne voit pas un device, on voit un petit personnage avec qui on va facilement lui demander tiens, attends, je dois partir dans 5 minutes, il est à quelle heure mon train, etc. Ensuite, un robot qui soit accessible, donc le prix d'un smartphone. Nous, notre objectif, c'était d'être en dessous de 1000 €. C'est un robot qui coûte 750 €. Et enfin, qu'il soit évolutif, c'est-à-dire que c'est une plateforme évolutive, c'est un peu comme un smartphone. Vous avez des outils de développement, vous pouvez créer des applications, en télécharger d'autres. Et chacun, finalement, se retrouve à utiliser le robot de la façon dont il a envie, avec ses propres applications, vraiment comme notre smartphone. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes applications sur son téléphone.
Et donc, à quoi va vous servir Buddy? Donc, Buddy va servir à plein de choses. Donc déjà, ça va être un super outil ludo-éducatif pour vos enfants, si vous en avez, ou ceux que vous aurez. Il pourra peut-être même vous aider à trouver la femme ou l'homme avec qui vous aurez ces enfants. Donc il peut jouer à cache-cache avec les enfants, on va pouvoir leur apprendre les mathématiques, on va pouvoir leur apprendre aussi d'autres langues. Et encore une fois, l'intérêt, c'est que même si, j'y reviendrai après, on a l'impression que ça peut être une tablette tactile, ça n'a rien à voir. L'interaction entre les humains et cette machine-là n'a rien à voir avec une tablette. Bon, on a fait plein de tests avant avec des gens, on leur demandait qu'est-ce que vous voudriez faire avec Buddy. Moi, j'aimerais bien qu'ils m'apprennent l'anglais. Mais il y a plein d'applis sur les tablettes qui vous apprennent l'anglais. Ouais, mais moi, je veux parler à ma tablette, je veux parler à un petit personnage. C'est vraiment tout l'enjeu, en tout cas, de ce qu'on fait, c'est ça. Ensuite, c'est un robot qui va pouvoir sécuriser votre maison quand vous n'êtes pas là. Et de la même façon, vous allez partir le matin. Bonne journée, Buddy, je vais bosser. Tu peux garder la maison. Et Buddy va se mettre en mode patrouille et tout seul se balader dans votre maison, qui aura cartographié. Et puis savoir détecter s'il y a un cambrioleur, s'il n'y a pas un incendie, une fuite d'eau, enfin quelque chose de problématique ou un bruit bizarre. Il va vous envoyer un petit message et à distance, vous prenez le contrôle du robot sur votre smartphone. Et depuis ici, par exemple, vous pourriez voir ce qui se passe chez vous et vérifier si tout va bien. On a aussi beaucoup d'applications sur tout ce qui va être maintien des personnes âgées chez elles, dans de bonnes conditions, donc détecter si elles ne sont pas tombées, leur rappeler de prendre leurs médicaments, être un lien social finalement entre elles qui sont isolées et leur famille ou les aidants. Et enfin, notre objectif, c'est que Buddy devienne le hub en fait, de notre maison connectée, parce qu'on va avoir de plus en plus d'objets connectés divers et variés, avec chacun une interface différente pour les utiliser, avec 12 000 applications sur son smartphone. Pardon. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir, avec Buddy, contrôler en fait, l'ensemble de cet écosystème IoT de façon super simple, sympathique et facile en fait. Donc, je pourrais dire à Buddy, je vais me coucher, bonne nuit Buddy. Buddy qui est connecté à la box Somfy et au Philips Hue va éteindre la lumière, va baisser la température, baisser les rideaux et les volets. Et moi, j'ai plus rien à faire qu'aller me coucher tranquillement. Et en plus, c'est plus cool parce que j'ai parlé à Buddy plutôt que d'aller chercher mes petites applications dans mon smartphone. Et après, bien sûr, l'idée, c'est que Buddy même apprenne de ce que vous faites au quotidien et que de lui-même, il sache qu'à telle heure, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà, parce qu'il connaîtra vos habitudes. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un Buddy ubiquitaire. Donc, vous pouvez le contrôler, lui parler depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur, depuis un site web, enfin un peu partout. L'idée, c'est que vous ayez toujours Buddy avec vous, qui vous accompagne au quotidien. Bon, c'est un petit peu technique, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais là, c'était concernant vraiment les interactions. Donc, Buddy, il est doté de beaucoup de capteurs, des caméras thermiques, une caméra 3D, une caméra normale, il a des micros pour comprendre, pour entendre, il est connecté au Wi-Fi, il a le Bluetooth, il peut avoir une carte SIM, et puis bon, il est basé sur une tablette Android 8 pouces, enfin l'équivalent, et donc il peut bouger dans tous les sens. Et surtout, ce qui est intéressant là, c'est que Buddy, on va avoir plein de façons d'interagir avec lui, mais sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire d'habitude sur des devices. Donc, vocal, on a un peu plus l'habitude quand même. Donc, Buddy, on peut lui parler, il va vous répondre. Alors, il y a une vraie problématique, en l'occurrence, de Natural Language Processing. Comment un robot, demain, on pourra avoir une vraie conversation avec lui. Pour l'instant, on en est loin. Mais voilà, on y travaille. Enfin, pas que nous, hein, heureusement. Donc, on pourra interagir de façon tactile avec Buddy. C'est-à-dire, je touche l'écran, je touche son corps. Il pourra reconnaître des gestes. On peut lui faire coucou, et donc il saura qu'on est en train de l'appeler, par exemple, ou il va reconnaître des intentions. Je suis en train d'aller dans une direction, je suis en train de faire ci, ou j'ai regardé à tel endroit. Donc, il va pouvoir aussi reconnaître vos émotions. Voilà, c'est dans le futur, c'est pas forcément tout de suite. Hein. Mais l'idée, c'est que demain, on puisse interagir avec Buddy ou d'autres robots. Hein. Je prends Buddy comme exemple, hein, mais parce qu'ils vont savoir qu'aujourd'hui on a passé une mauvaise journée, parce qu'on est allé très tiré, parce qu'on est fatigué, etc. Et tout ça, ça participera à l'expérience d'interaction que vous aurez demain avec votre environnement. Parce que ça marche sur un robot, ça marchera dans plein d'autres choses demain. Donc il faut quand même se projeter dans cette idée que les interactions avec un clic de souris ou j'appuie sur l'écran de ma tablette, on va vraiment aller au-delà demain, et ce sera bien plus que ça. Et puis, bien sûr, on peut contrôler Buddy, enfin avoir des interactions depuis votre smartphone, etc. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, rien que sur l'interface elle-même, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un robot qui est le plus émotionnel possible. Donc, voilà un exemple des expressions que Buddy peut avoir.
Et encore une fois, l'idée, c'est d'améliorer la relation qu'on peut avoir avec notre techno. Et le fait d'avoir un personnage qui est sympathique, triste, etc., ça va renforcer le lien. Et donc, on va avoir plus facilement envie d'interagir avec cette technologie-là, et d'autres demain peut-être. Et puis après, chacun y trouvera avec lequel il a envie d'interagir. Il y a peut-être un buddy Walking Dead ou d'autres. Chacun trouvera son bonheur. L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse après s'approprier son robot. Encore une fois, dans l'idée d'avoir les interactions les plus simples, naturelles et sympathiques possibles. Donc voilà, bon, je vais vous passer un petit peu les détails, mais bon, c'est sur Android. Donc on a développé des outils de développement basés sur Unity 3D, donc qui est un moteur 3D très très populaire dans le monde du mobile, en l'occurrence. Et donc de façon très simple, celui qui a fait Candy Crush par exemple pourra créer une application pour Buddy et la distribuer sur le store. Et puis à terme, on pourra aussi rajouter des accessoires sur lesquels on est en train de travailler. On a un bras qui fait un vidéoprojecteur, on a une tablette, on a plein d'autres choses. Et ça, c'est pareil, c'est ouvert. Donc selon les utilisations, les gens peuvent rajouter, créer ou rajouter ou acheter des accessoires. Donc voilà, ça c'est notre environnement de développement qui parlera s'il y a des développeurs dans la salle. Et où l'idée c'est de faciliter autant on essaie de faciliter les interactions humains-robots, on essaie aussi de faciliter la prise en main d'un logiciel qui va vous permettre, d'un SDK qui va vous permettre de créer des applications. Donc en faisant du drag and drop très facilement, vous allez rajouter, tiens, je veux que mon buddy cartographie ma maison, toc, je copie, enfin je fais glisser la petite brique qui va bien. Je veux que Buddy il comprenne ce que je dis, je veux que Buddy reconnaisse un visage et qu'il le suive. Donc tout ça, c'est des choses très très simples à mettre en œuvre, qui permettent à des gens qui ne connaissent rien à la robotique de pouvoir créer finalement leurs propres applications. Et là, pour le coup, c'est pas forcément à la maison, c'est dans une boutique, c'est dans des trains, c'est dans plein de choses. Enfin, on a beaucoup de partenaires avec qui on travaille en ce moment, qui justement utilisent Buddy pour d'autres choses. Bah, voilà. Donc c'est une petite liste des gens avec qui on bosse, mais voilà, ça va de Sega pour les jeux vidéo. On discute avec Spotify qui aimerait bien avoir une expérience un peu sympa pour écouter de la musique avec un robot comme ça. Bose aussi, Somfy, j'ai déjà dit, etc. Microsoft, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on est là aussi. Et puis OnePoint, qui a été un de nos premiers partenaires pour le coup, à croire dans ce robot, en acheter un et à mettre des gens pour développer des applications. Donc pour le coup, pas forcément dédié à la famille et au foyer, mais sur plein d'autres choses. Donc voilà, moi j'arrive à la fin, mais pour vous donner un petit clin d'œil sur qu'est-ce que sera peut-être notre futur. Peut-être que la robotique passera par là. Donc ça, c'est un robot qui s'appelle Asimo, développé par Honda, et qui peut-être de demain partagera votre vie ou pas. Et toujours pareil, je mets quand même mes robots aussi. Donc à droite, c'est notre vision du robot humanoïde aussi, avec un petit peu moins de moyens que Honda, mais qui peut-être aussi demain nous aidera, ou en tout cas aidera peut-être des gens qui en ont besoin. Je suis pas sûr que tout le monde arrive à faire ça, d'ailleurs. Lui, il y arrive. Pour ceux qui seraient intéressés, je crois qu'on peut l'avoir, ça coûte 2 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Mais sinon, il le loue pour 50 000 € la journée. Donc, si ça vous intéresse. Bon, voilà, moi j'ai fini un peu le tour de la question. Si vous avez des questions, je ne sais pas comment est prévue l'intervention, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais pas. Il y aura une démonstration à l'extérieur, il y a des stands, et notamment OnePoint, qui, je pense, pourra vous montrer des choses qu'ils ont pu faire avec Buddy. Sachant qu'en fait, ce qu'on présente là, ce qu'il y a OnePoint, c'est encore un prototype. C'est-à-dire que nous, on a fait du crowdfunding il y a 1 an pour tester le marché, en fait, se rendre compte, est-ce que vraiment des gens veulent ce genre de robot, est-ce qu'il y a de l'appétence? Et pour le coup, ça a plutôt bien marché parce on l'a fait en 2 fois. On a fait 620 000 $ la première fois, on a rouvert sur notre site, on a refait 700 000 $.
Donc on a 1,5 million en gros de dollars en prévente. Et là, on est en pleine phase d'industrialisation. On est d'ailleurs un peu en retard, parce que c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Mais voilà, on prévoit de livrer assez prochainement les 1500 robots qu'on a prévendus. Et afin de voir en fait avec les gens ce qu'ils comptent en faire, comment ils l'utilisent, et vraiment tester, je dirais, à grande échelle ce qu'on nous on projette sur l'interaction homme-robot. Est-ce que vraiment ça a bien marché avec des gens qui n'y connaissent rien? Parce que c'est un peu ça l'enjeu. C'est Madame Michu qui est au fin fond du Canada. Est-ce que appuyer sur son robot, ça va marcher? Elle va interagir avec lui de façon naturelle sans être déçue. Voilà, donc peut-être que j'espère qu'il y aura une démo tout à l'heure. Bon, eh ben, merci à tous. Bonjour, je m'appelle Christian Merbrus, je suis directeur d'innovation chez KUKA. Alors je vais beaucoup moins fun, hein. Moi je viens de l'industrie. Donc je vais vous montrer un peu ce que montre la robotique industrielle et quelles sont les évolutions de la robotique industrielle. Alors il faut savoir qu'un robot, pour faire une différence par rapport à un robot de service, il faut savoir qu'un robot travaille à peu près 20 000 heures sans s'arrêter. 20 000 heures, si vous travaillez en 3/8, ça fait 4 ans sans s'arrêter. Donc il a une fiabilité, par exemple sur une ligne de production, il y a à peu près 1000 robots qui construisent des voitures. Imaginez un robot qui tombe en panne, il n'y en a pas un qui remplace l'autre, donc il faut que ce soit hyper fiable. Donc rapidement, KUKA, c'est un groupe international allemand, à peu près de 12 000 personnes, et on fait un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros par an. Donc là, cette petite vidéo qui vous montre un peu... Ouais, c'est rien. Qui montre un peu ce que fait KUKA globalement, les différents produits, les différentes applications qu'on peut développer avec des robots industriels. Alors il y a du fun aussi, un peu, par exemple danser avec les robots au Futuroscope, et là on produit des robots qui permettent de monter sur des stations maritimes, des plateformes mobiles, mais des grands formats, pas comme le petit robot là, il est parti. Donc on utilise exactement les mêmes technologies que dans les robots de service, des systèmes de SLAM ou d'autres systèmes qui permettent... alors il faut savoir que la robotique industrielle et la robotique de service va de plus en plus se rassembler et les choses se synchronisent. Je vais vous montrer des exemples où des startups utilisent des robots industriels pour faire des robots de service. Donc voilà, on peut transporter des bouts d'avion. On peut aussi utiliser ça pour faire des simulateurs de vol. Ils ont coupé le son. Donc ça c'est le Futuroscope. Donc on peut faire aussi des trucs fun quelquefois. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà essayé. Voilà, donc là c'est le monde industriel où on porte des objets, on fait du pick and place, on fait du collage, on packaging, on prend sur des convoyeurs, on fait des cookies. Donc c'est assez multiple. La robotique, c'est un super. Moi je suis ingénieur, j'adore parce que ça touche tous les métiers. On peut aller travailler dans les briqueteries, on peut travailler aussi dans l'alimentaire, on peut faire de la couture. Donc c'est très versatile. En fait, un robot, c'est un bras sans la main et chaque industriel va créer sa main pour son application. Alors ça, aujourd'hui, ça c'est déjà c'est du high-tech. Hein. Il faut savoir que ce soit super fiable. Donc c'est très compliqué de faire une application en robotique industrielle. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme fiabilité qui est demandée. Alors la robotique de service va de plus en plus aussi dans la fiabilité. Si j'ai ma grand-mère qui a un robot qui va l'aider, il faut que ce soit fiable à 100%. Donc c'est pour ça que la robotique de service et la robotique industrielle deviennent de plus en plus assimilées de la même façon. Donc le groupe KUKA est capable de construire des avions complets. Aujourd'hui, les avions dans lesquels vous volez sont construits par des robots et des robots KUKA. Donc de plus en plus aussi, l'homme et le robot se rapprochent et travaillent en collaboration dans l'industrie. On ne prend pas les jobs, on l'aide en fait dans des tâches assez complexes et difficiles, l'humain à travailler ensemble. Donc on crée des nouvelles technologies ou d'une façon industrielle, on peut travailler ensemble en interaction, d'une façon sûre. Donc aussi, on peut servir de la bière. Donc c'est une boîte allemande, donc on est assez fort dans le service de bière.
Et donc on a eu pas mal de films aussi à utiliser des robots qui donnent une dimension différente à la cinématographie. Par exemple, il y a beaucoup de... Voilà, on peut travailler des fois aussi avec des jeunes filles intéressantes. Et donc c'est assez versatile. On travaille dans plusieurs métiers et c'est pour ça que c'est assez fun de travailler dans la robotique industrielle parce que ça touche à tout. Mais ça c'est nouveau aussi. Tout ce nouveau parcours de la robotique industrielle avec de nouveaux métiers, ça a une tendance depuis 10 ans, c'est nouveau. On appelle ça le quaternaire. De plus en plus, les robots sont utilisés de façon artistique ou médiatique. Donc, la création de films et un James Bond. Donc en fait, la robotique, quand on parle de robot, ça devient toujours dans notre inconscient collectif. Normalement, c'est un robot, c'est pour vous, c'est un robot humanoïde avec des pieds et des bras. Eh ben non, en fait, le robot, c'est un automate qui, normalement, c'est un bras au départ, puis après, on lui met des jambes si on veut. Alors dans l'industrie, il n'y a aucun robot industriel avec des jambes. C'est trop compliqué et c'est pas stable. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies qu'on utilise dans la robotique, on utilise plus en plus l'Internet des objets, le cloud et le machine learning. Je vais vous montrer des exemples. Donc les nouveaux services qui sont associés, donc il y a une tendance, il y a 10 ans, l'Allemagne a lancé en fait une nouvelle stratégie pour développer du service autour de l'industrie. Donc il faut savoir que l'Allemagne est très très forte en industrie, dans tout ce qui est matériel, machines-outils, etc. Et donc ils ont voulu créer de la valeur autour de cette technologie dans laquelle ils sont très forts à l'international. Et donc, ils ont amené, il y a 10 ans, en fait, ce parcours Industrie 4.0. 4.0 veut dire la troisième révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle. Donc, la première, c'était la vapeur, la deuxième, l'électricité, la troisième, l'automatisation, on voit les lignes de production qu'il y a actuellement. Et la dernière, c'est la numérisation de ces lignes de production pour apporter des services supplémentaires. Donc, on voit nos robots qui sont de plus en plus connectés. Donc, comme un objet, comme mon téléphone, mais dans l'industrie. Donc ça, c'est nouveau aussi, d'avoir cette connectivité des objets dans l'industrie. Et donc, une fois qu'ils sont connectés, on évolue de plus en plus, on les rend intelligents, on les rend de plus en plus adaptables et flexibles grâce au cloud et aux services qui sont rendus dans le cloud, par exemple avec le cloud d'Azure. Donc, des fonctionnalités supplémentaires, des business models différents, où on ajoute des fonctions. Donc, depuis 10 ans, on a développé une nouvelle plateforme, et c'est le premier robot industriel qui... Alors, pour vous, quand je vais dire que le robot est programmé en Java, c'est une surprise, mais pour moi, c'est une révolution. Un robot industriel programmé en Java, c'est étonnamment, il n'y a aucun robot industriel aujourd'hui qui est programmé en Java. Ils ont leur propre code. Pourquoi? Parce que ça doit rester mature, et on ne peut pas mettre dans une ligne de production quelque chose qui est tout neuf. Donc, c'est le premier robot programmé en Java. Et toutes nos nouvelles applications sont programmées par rapport à cette plateforme Sunrise qui est Java. Et qui nous permet toute la connectivité du Java. Alors, je vais vous montrer un peu quelles sont les conceptions des nouvelles lignes de production pensées et réfléchies par KUKA. Alors, le groupe KUKA, donc, il y a plusieurs divisions. Il y a la division robotique dont je fais partie, la division système qui construit des lignes de production, et aussi Swisslog qui fait des lignes de production et de la logistique. Donc ça, c'est un exemple de ligne flexible, modulaire et adaptable. Si vous venez nous voir, si vous êtes venu nous voir il y a 5 ans, 6 ans, on n'avait pas tout ça. Donc il y a quand même le numérique qui a fait une révolution industrielle par rapport à toutes ces valeurs ajoutées qu'on a amenées grâce au numérique, à l'Internet des objets et au cloud computing. Donc maintenant, en fait, une ligne de production actuelle, c'est une ligne qui est figée au sol, qui est fixe, et on produit des produits par quantité. Donc ça s'appelle la production en masse. Mais aujourd'hui, la nouvelle demande de client, c'est d'avoir son propre produit. Donc on demande d'avoir la mass customization, donc de faire de la production en masse, mais adaptée aux besoins de chaque client. Donc pour ce faire, on utilise une nouvelle forme de fabrication, où on utilise des systèmes modulaires, des plateformes mobiles, où tout est mobile et se transforme.
Donc ça, aujourd'hui, des usines comme ça n'existe pas encore, mais c'est en train d'être développé dans les différentes usines automobiles, par exemple. Où on a allié à la fois plateforme mobile, robotique et outillage. Donc la modularité va venir où, pour ceux qui ne connaissent pas l'ancienne usine, c'est vraiment fixe. Là, tout est flexible, modulaire. Donc il y a besoin de beaucoup de connectivité. Chaque objet, chaque élément doivent être connectés l'un par rapport à l'autre. Pour se comprendre, pour s'adapter à chaque demande du process. Avant, on avait des maîtres et des esclaves dans une production. Aujourd'hui, on a des composants qui doivent dialoguer ensemble. Donc c'est assez complexe parce qu'il faut avoir, pour chaque véhicule, par exemple ici, une demande spécifique à chaque étape. Donc ça demande de la complexité. Donc le numérique nous aide dans ce développement. Alors, comment on devient adaptable? Alors, flexibilité, c'est-à-dire qu'on a la modalité. Et ensuite, l'adaptabilité va venir de nouvelles façons de faire de la robotique. Industrielle, j'entends toujours. Vous pouvez augmenter le son? Ouais, ça marche pas le son. The first secure and sensitive industrial robot to go into serial production worldwide. A pioneer in the area of safe human-robot collaboration. And the future of automation. Tout ce que vous voyez, si vous venez visiter le Tech Badge chez KUKA France, on fait exactement ça avec ce robot. Ceux qui ne connaissent pas ce robot, on peut le voir même au Tech Center de Microsoft. Ce robot, on peut le toucher, on peut le faire bouger, rien qu'en le touchant, mais c'est un robot industriel. Il a des capteurs sensibles de sécurité qui lui permettent de faire bouger, mais tout en sécurité. Ce robot peut porter une charge de 14 kg, donc il est très puissant, mais sensible. Donc on peut programmer une trajectoire et automatiquement il peut s'adapter à sa trajectoire. L'intérêt, c'est là où on demande de faire quelque chose, mais le robot va s'adapter en fonction des besoins. Donc on lui donne une cible, mais le robot, s'il trouve des obstacles devant lui, il s'adaptera. Donc ça donne une énorme adaptabilité, mais une flexibilité dans la production, et ça permet de moins programmer en fait des lignes de production grâce à son adaptabilité. Et de travailler en collaboration avec l'être humain. Alors j'ai un petit film qui vient de Ford, qui est assez drôle. Robots on a production line are nothing new, but this one's really special. It's one of the first in the world to work hand in hand with assembly line staff at a car factory. Donc là, on voit vraiment que le robot l'aide. Avant, c'est lui qui portait la visseuse. Aujourd'hui, le robot est une aide. Et à travailler quotidiennement. Il permet de faire le café. Although it can be programmed to do anything from make a coffee to give you a head massage, aussi les massages. At the moment, it's used by Ford workers to lift and position heavy parts on new Fiestas. Et de travailler en collaboration aussi. Donc on parlait de trouver des idées, là ils travaillent ensemble pour d'être donc c'est quand même pas mal l'interaction homme-robot industriel. Donc ça c'est une publicité de Ford. C'est Ford qui fait la promotion de la robotique collaborative. Et on montre bien que le robot ne remplace pas l'être humain, par exemple, mais l'aide dans ses tâches quotidiennes. Parce qu'en fait, ces tâches sont assez complexes à faire avec que de la robotique. Donc il faut savoir aussi que, vous pouvez remarquer que ce robot-là, il porte chance, mais pas pour tout le monde. Ok, aussi on développe de nouvelles façons de programmer, peut-être pour vous qui utilisez dans le monde industriel, l'usabilité n'est pas très présente. Aujourd'hui, de pouvoir avoir cette flexibilité, la modularité et l'adaptabilité, il faut qu'on conçoive de nouvelles façons, la façon de programmer les robots. Donc on développe des blocs fonctions qui permettent de facilement programmer les robots. Et aujourd'hui, comme dans les robots de service ou les robots de service ou iPhone, etc., on va créer des App Store où on va pouvoir télécharger les applications. Ça, c'est un nouveau monde dans l'industrie, de pouvoir créer donc des applications qu'on puisse télécharger par tout le monde.
Donc on crée aussi, ce qui est nouveau, des interfaces homme-machine à base de pages HTML. Pour vous, c'est peut-être simple, mais dans l'industrie, le problème aussi, c'est la connectivité, se connecter à des éléments par Wi-Fi, etc. Dans l'industrie, ce n'est pas très courant. D'autres fonctions sont aussi en développement et en cours de déploiement. C'est par exemple de dire à l'usine, on ne va jamais s'arrêter. Donc on utilise des fonctions que Microsoft où on travaille ensemble, c'est d'utiliser tout ce qui est donc cloud computing. Vous pouvez mettre The plus fort ? manufacturing world and IT world working hand in hand, with Windows as a platform of choice, connecting all types of devices. Imagine a robot that is sensitive and safe so that you could directly interact with it. Imagine a robot that can perform tasks that have never been done before by a machine. The KUKA Group is one of the world's leading suppliers of robots and robot-based automation technologies. At KUKA, we imagined the lightweight robot LBR EVA, the first intelligent industrial work assistant that is sensitive, compliant, precise, flexible, and equipped with mechanical systems and drive technology for industrial Donc ça, c'est operation. aussi nouveau, hein, Through que the des intelligent objets Microsoft connectés dans Cloud l'industrie. infrastructure Donc and DIRA's dans la mécanique, que dynamic les objets se value connectent, networks, the c'est des lightweight nouveautés robot qui EVA permettent is d'avoir now d'autres also the services first autour robot de that ce can robot. reach out to his Donc avec colleagues Synergis, and par exemple, on actually travaille sur le call them déploiement de wherever they nouvelles are. technologies comme la réalité augmentée, l'utilisation de l'HoloLens. Pas plus tard que lundi, ils sont venus nous voir et faire des démonstrations à des grands groupes comme Safran pour déployer ce genre de technologie. Donc ça, c'est aussi nouveau, c'est des demandes aussi industrielles de pouvoir faire de la maintenance directement mais avec des systèmes donc, de réalité augmentée. Et encore une fois, le problème dans l'industrie, on ne peut pas amener des jouets. Il faut que ce soit fiable. Si on vend un outil, le problème c'est que ça sera jamais. Il faut que ce soit fiabilisé, répétable, sinon après ils le jettent. Donc la dimension industrielle n'est pas la même que la dimension de service à la maison. Donc ça marche à 100% ou à 99,99%. Donc ce qui va nous permettre donc de connecter tous ces éléments, d'avoir de l'information sur chaque robot, et chaque robot va nous permettre de nous apprendre l'un par rapport à l'autre, et donc de faire évoluer aussi, grâce à Power BI, par exemple, de faire des rapports, de voir les KPI de notre production, et de découvrir en fait s'il peut y avoir des pannes dans le futur. Donc on peut avoir de la maintenance prédictive, c'est aussi une nouvelle façon, un nouveau service qui est apporté donc dans l'industrie. Ce qui est intéressant, c'est de réduire nos taux de panne dans les usines. Donc il y a d'autres technologies qui sont on a fait un essai de faire du residual machine learning qui a été appris donc dans un cloud GPU. Ce qui permet de plus programmer le robot, il va découvrir par lui-même les pièces à prendre. Donc aujourd'hui, on lui a appris dans le cloud plein d'images, et là c'était un exemple assez simple, ça durait quand même 6 mois, lui apprendre plein d'images avec des bouteilles pour qu'il puisse les trier automatiquement. Aujourd'hui, chaque étape devait être programmée. Donc grâce à ces fonctions de machine learning, on peut, sans programmer, le robot va prendre les pièces. Donc ça permet aussi de faciliter la programmation et l'installation de ce système. Et si de plus en plus tous les robots sont connectés et s'ils apprennent en collectivité, les robots seront de plus en plus fiables dans l'industrie. Donc encore un point important pour la productivité de nos clients. Alors donc ce que je disais aujourd'hui, de plus en plus de demandes. Alors c'est pas très employé aujourd'hui, hein, mais la réalité augmentée est une demande pour pouvoir faire de la maintenance et aussi agir sur les moyens de production. Les reporting, la supervision et la maintenance prédictive aussi, ce sont des services supplémentaires. Dernier point, pour nous, c'est très important. Ce que vous voyez ici, dans l'industrie, tout ce que je vous ai montré, ça n'existe pas pratiquement. Et on trouve peu de ressources formées et capables de faire de la mécanique, de l'informatique. Donc on cherche des couteaux suisses et on n'en trouve pas beaucoup en France. Parce que le monde industriel et le monde de l'IT, c'est deux mondes séparés. Il y a les gens de Microsoft ici, le monde de l'industrie. Ce sont deux mondes séparés, mais de plus en plus ils se rapprochent. Mais on n'a pas les personnes compétentes pour faire l'ensemble. Donc quand j'ai un ingénieur mécanicien, il a du mal à faire du Java. Et quand quelqu'un qui fait du Java, il a du mal à faire de la mécanique. Donc en fait, on développe en France des collaborations avec des partenaires. Alors il y a l'ENSAM de Lille, par exemple, ou d'autres partenaires dans lesquels on fait des masters.
Pour promouvoir aussi cette façon d'éducation et l'industrie 4.0, on a lancé un concours Génération 4.0 et surprenant, on a lancé cette année, je pensais avoir 15 équipes, on en a 50. Donc je ne sais pas, je vais avoir un énorme boulot, mais 50 équipes qui vont participer à ce concours. Et le concours, c'est d'utiliser toutes ces technologies avec l'impression 3D, du numérique, de l'IoT, et donc la compétition dure 7 mois pour le développement de toutes ces technologies. Et ça va nous permettre d'allier les jeunes avec des industriels qui feront partie du jury. Donc voilà quelques exemples de choses fun maintenant. Donc il y a des robots bar par exemple qui sont très friands dans l'éducation. Donc ils ont développé un robot bar, mais avec une tablette programmée sous Unity qui permet de directement choisir le type de cocktail. Donc ça c'est nouveau aussi, hein. Donc on apprend par des jeux aussi à utiliser ce genre de technologie. Donc aussi une autre application, des robots qui jouent au tennis. Donc ça aussi, c'est ce qui permet aussi avec des startups, de jeunes ingénieurs, de commencer à travailler sur des applications en dehors de la robotique industrielle. Mais on a besoin de robots fiables pour voir ce genre d'application. On ne peut pas se permettre lors de ces événements avec Roland Garros que le robot tombe en panne. Et une autre nouvelle application de la société Spoon, c'est un petit robot interactif avec un robot industriel derrière. Donc là, en fait, on a un robot qui parle, qui écoute en 6D. Donc c'est des anciens d'Aldebaran qui ont développé ce produit. Donc c'est quand même, on a une multiplicité de produits et d'interactions avec différentes startups. Et donc ça c'est nouveau. Alors j'appelle ça le pas le tertiaire, mais le quaternaire. Donc il y a de plus en plus de startups qui veulent faire de l'artistique, des choses comme ça, qui viennent dans la robotique industrielle. Pourquoi? Parce que la robotique industrielle, ce sont des produits fiables et qui ont une pérennité dans le temps et du service. Voilà. Vous avez des questions? Pas de questions? Il faudrait des micros. Ça ne marche pas. Bonjour. Est-ce que vous allez tout simplement viser d'autres secteurs, comme la santé par exemple? Alors, je ne vous ai pas montré, mais aussi, on a des robots qui travaillent, par exemple, ce même robot, on travaille avec des médecins pour faire de la chirurgie invasive. Donc, on développe un robot pour aider les chirurgiens. Alors, en fait, le chirurgien, grâce à sa sensibilité, on va préprogrammer, on va faire un scan de la personne où il y a une tumeur, par exemple, et l'autre, je vous montre pas, j'ai pas voulu vous montrer ces photos parce que c'est un peu gore, donc après le robot, il a une aiguille et qui permet donc d'identifier avec le scan en 3D où se trouve la tumeur, mais le chirurgien doit toujours avoir la main mise sur ces outils, et donc on prend le robot à la main et le robot automatiquement il va aller en direction de la position exacte où on doit aller. Et on peut faire le monitoring en temps réel. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui met des aiguilles comme ça à la main. Et en plus, c'est assez contraignant. Ça dure, je crois que ça durait 5 ou 6 heures de mettre ces petites pastilles dans le... Et là, aujourd'hui, c'est un robot qui l'aide à mettre ces produits radioactifs dans le corps humain. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question qui est... Je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question-là, parce qu'elle n'est pas technique, en fait. Récemment, j'ai écouté une intervention d'Alain Bensoussan, un avocat spécialisé dans l'IT, et je disais, nos confrères du Figaro récemment faisaient un article, c'était l'été dernier, je crois, sur le droit des robots. Je me rappelle avoir lu l'article qui disait que la Commission européenne estimait que les robots n'étaient pas tout à fait une machine, c'était naturellement pas tout à fait un être humain, mais c'était un mix des deux. Donc en vérité, Bruxelles aimerait lancer une nouvelle aventure sur la régulation du robot et de mettre un droit sur le robot, parce que le robot intervenant là où les hommes travaillent. Alors est-ce que vous, qui êtes un spécialiste du sujet,
Est-ce que cette question-là, chez KUKA, est vue comme quelque chose d'important ou un risque dans votre aventure industrielle de voir un jour une réglementation sur l'utilisation des robots si un droit est donné aux robots? Alors, en fait, je fais partie de ce groupe de travail. Donc, il y a plusieurs positions. Il faut savoir qu'un robot industriel, ça fait des années que ça dure, ça fait 20 ans. Donc, il n'y a jamais eu de questions posées sur la loi du robot et au sein d'une usine. Pourquoi? Parce que les robots sont à l'intérieur d'une cage et dans lesquelles il y a directement, il n'y a pas d'interaction réelle avec le robot. Alors, c'est la robotique de service qui pose toutes ces questions. De la réglementation. Et le début de ces questions, et sur là où les gens ont sauté sur l'occasion, c'est surtout sur les voitures autonomes. Et donc sur les voitures autonomes, il y a eu beaucoup de questions de réglementation. Les voitures autonomes, on parle de robots aussi. En fait, le problème, c'est que tout est robotique. Le petit robot, là, c'est robotique, hein, c'est du service. Un robot industriel, vous avez vu, c'est pas vraiment un robot que vous pensez humanoïde. Donc en fait, la réglementation, il y a une réglementation des normes ISO qui réglementent les robots industriels. L'interaction machine que vous avez vue, c'est toujours dans ces règles de réglementation machine. Ensuite, c'est surtout ces nouvelles technologies comme le machine learning qui se pose des questions sur lorsque le robot va apprendre par lui-même, est-ce qu'il va prendre les bonnes décisions? Et c'est exactement la même question que sur les voitures autonomes. Donc en fait, on revient sur des technologies, mais pas sur la robotique, parce que ce machine learning aussi est sur d'autres milieux, hein, par exemple dans le choix médical, on utilise de plus en plus ces technologies, et je pense que cette réglementation est surtout sur, pas l'utilisation d'un robot, mais sur les applications et les services qu'on donne en plus sur le robot. Et c'est là où il y a la réglementation. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que la robotique, ça touche notre inconscient collectif, hein, on pense toujours que c'est un robot humanoïde, donc on fait un article. Moi, je parle en tant que roboticien industriel. Hein. Quand on met un article sur le robot, vous voyez tout de suite, si vous n'êtes pas dans le monde industriel, vous voyez un robot humanoïde. Et c'est ça aussi le problème. Il y a d'autres aussi, d'autres nouvelles technologies. On parle de robots industriels collaboratifs. Et encore, ça joue sur notre inconscient collectif et la peur du robot. Un robot industriel, il n'y a pas peur. C'est un robot qui doit faire, des heures de travail. Et il n'y a pas de relations humaines vraiment. Donc, c'est surtout dans les robots de service, dans les robots autonomes, où il y a besoin de cette réglementation, je pense, parce qu'à un moment donné, si un robot doit faire un choix entre un piéton et un camion, comment on doit réaliser cette loi? Qui est responsable? Donc, est-ce que c'est Google qui a développé ce soft, ou je pense qu'il y a une réglementation à faire là-dedans, oui. Mais dans la robotique industrielle, aujourd'hui, je n'en vois pas tellement l'utilité. Voilà, c'est mon opinion. Merci Christian pour cette présentation.